monde. Merci de votre invitation à participer à cette réunion très intéressante et pleine de défis, nous allons le voir. Et avant même d'évoquer cette session, en quelques mots, je voudrais dire que, messieurs les présidents, votre honneur, vos honneurs, je souhaite ouvrir maintenant un procès qui est le procès du principe de précaution. Comment peut-on envisager d'aller vers l'innovation, c'est-à-dire d'avoir une culture et une philosophie du risque certes maîtrisé, bien sûr, mais d'un risque quand même, tout en mettant au fronton de la République, au niveau de sa constitution, le principe de précaution. J'appelle ça un syndrome, et c'est peut-être un syndrome pathologique. Donc voilà déjà une cible qui nous est donnée pour essayer de lutter contre ces problèmes. Alors, l'intitulé de cette session, c'est finalement, si on veut le restreindre, c'est comment innover dans l'innovation. Parce que c'est ça qui nous est demandé, et nous voyons très bien que nous avons du retard. Or, pour autant, ça ne veut pas dire que les efforts de recherche et développement dans les années passées n'ont pas été intensifs et n'ont pas été couronnés de succès. La seule chose, c'est que nous ne sommes pas passés collectivement de l'étape de la découverte à l'étape de l'innovation. L'innovation étant ce dont on va profiter directement, de ce dont nos concitoyens, et non seulement sur le territoire français, mais sur le territoire mondial, vont profiter. Et là, je dirais qu'en plus, on a un problème de sémantique. L'innovation, aujourd'hui, vous ouvrez la télévision, vous en entendez parler tous les jours. Mais c'est très drôle. C'est toujours associé à l'innovation du numérique. Votre dernier téléphone portable que vous avez dans la poche fait preuve d'une innovation. Certes, c'est quand même une innovation incrémentale. Pour autant, on oublie que depuis 60 ans, comme ça a été très bien expliqué, on a fait des sauts considérables dans le domaine de la santé et que l'on n'a jamais, au cours de l'humanité, gagné autant d'espérance de vie. Voilà une innovation qui est importante et c'est celle-là qui nous concerne aujourd'hui. Donc, sincèrement, je pense qu'on a, au-delà de la sémantique, on a un problème de philosophie. Il faut se convaincre que ce que nous faisons, les découvertes que nous faisons aujourd'hui, sont des découvertes qu'il nous faut absolument traduire, cette fois-ci en innovation, en progrès, tout simplement, et en tout cas, pour ce qui est des industries de santé, en bénéfices thérapeutiques, et ça c'est un élément important. Donc ne nous tromperons pas de cible, il nous faut prendre des risques, et tout à l'heure, nos intervenants vont effectivement aborder ces problèmes-là, les risques pour chacun de ceux qui entreprennent, mais aussi les risques pour ceux qui vont bénéficier de ça, cette quête du nouveau, cette quête du progrès. Je dirais que, en plus, les questions qui se posent et que l'on va soulever dans un instant, c'est de savoir quelle est la place de la recherche académique. Est-elle confinée ? Doit-elle avoir des points? Doit-elle, je dirais, s'engager dans un domaine industriel? Je ne le crois pas, je crois que c'est de la complémentarité, chacun fait ce qu'il doit faire et ce qu'il sait faire. Quel est le rôle de l'industrie? Le LEM est à ce titre-là évidemment un acteur tout à fait essentiel, comme chacun de ses composants et de ceux qui gravitent tout à fait autour. Et puis il y a aussi, cela a été évoqué tout à l'heure, celui de la coopération avec des startups. On nous dit, bien sûr, et c'est tout à fait vrai, que la croissance, l'emploi, la création d'emplois seront dans les startups ou les ETI qui existent dans notre marché. Eh bien, faisons en sorte de les mettre en valeur, faisons en sorte de bien organiser la coopération. Et souvent, on entend dire, et c'est vrai qu'il y a des louanges des startups dans le numérique. Très bien. Mais sachez aussi qu'il y a des louanges à attribuer aussi à tout le réseau de startups et que l'externalisation, y compris de la recherche et développement, et je suis bien placé en tant que représentant de l'AFSI pour en parler, eh bien là, il y a évidemment des sources de progrès et des leviers considérables d'innovation potentielle qui existent.
pour peu que les pouvoirs publics les prennent en considération et puissent les aider autant que les start-up du numérique. Je ne fais pas de jalousie, je fais simplement un parallèle et une comparaison. Pour aborder tout ça, et vous verrez qu'on ira chercher ailleurs des comparaisons dont vous jugerez si elles sont favorables ou pas favorables au domaine de la santé, eh bien Bruno Valayer, qui est le directeur général adjoint de Burton Technologies, et vous verrez que même s'il n'aime pas trop que l'on puisse donner son expérience dans le domaine de la santé, il s'y est forgé quand même une expérience tout à fait intéressante, mais qui est maintenant redéployée aussi dans d'autres domaines de l'innovation, dans d'autres secteurs industriels. C'est très intéressant de voir les parallèles qui peuvent exister et on peut très bien s'inspirer des progrès qui ont été faits. Et puis Gaël Champier, qui est directeur général de Pissal Design et d'Arcab à Limoges, qui aussi est l'animateur du cluster In Vivo Lim, vous parlera justement de cette traduction dans les attitudes, dans les petites entreprises, là où il y a un potentiel d'innovation et de croissance, puisque c'est exactement ce qu'on nous cherche. Bien, Bruno, merci de nous dire ce qu'il en est du positionnement de l'industrie, du développement dans le domaine de l'industrie des produits de santé par rapport aux autres secteurs industriels. Vaste débat, merci Claude Alain. Alors, je ne crois pas que je puisse, en 15 minutes, vous donner une vision comme ça très large de ce qu'il en est, la comparaison entre les industries de santé et les autres secteurs industriels. À minima, je vais vous donner mon opinion éclairée sur quelques idées. Merci Claude Alain pour votre introduction. Ce que je vais dire au départ, c'est que le peu que je connais dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, je le dois à 4 personnes. 3 sont présentes ici. Donc je vais me permettre de les citer parce que ça va me permettre de les remercier. Je le dois à Catherine Durando, je le dois à Luc Risla et à vous Claude Alain. La 4e personne, je pense que vous serez tous d'accord pour dire qu'il aurait aimé être avec nous aujourd'hui, c'est le docteur Jacques Ozry, qui nous a quittés il y a quelques années et qui est la 4e personne, ancien président du GIPSO, qui est la personne à qui je dois ce complément dans le domaine de la santé. L'avantage de parler devant vous aujourd'hui, c'est que je vais me permettre de me tromper, puisqu'on a parlé de droit à l'erreur, donc je vais pouvoir vous dire des choses complètement stupides. Et quand Luc Grislin m'a demandé de parler de l'innovation, des process de l'innovation, je lui ai dit, Luc, tu es sûr que je suis une bonne personne pour parler de ça? Il m'a répondu, oui, parce que de toute façon, tout ce que je te demande, c'est d'être iconoclaste et de lancer le débat. Du coup, j'ai choisi de vous parler de ce monsieur, aujourd'hui. Ferdinand Foch, généralissime des armées alliées à la fin de la Première Guerre mondiale. Général de terrain pas très bon, de 1914 à 1916, enfin pas très bon. Pas très bon comme tous les généraux de l'armée française entre 1914 et 1916. Donc pas plus mauvais qu'un autre en fait. En revanche, homme politique exceptionnel, quand il s'agit de fédérer toutes les armées alliées autour d'un seul commandement unique, et croyez-moi, fédérer les armées, le reste de l'armée belge, les armées anglaises et les armées françaises dans un commandement unique, qui plus est sous commandement français, donc le généralissime Foch, fallait avoir un sens politique assez aiguisé. L'industrie pharmaceutique vit des profondes mutations. L'armée alliée en 1917 et 1918 a vécu de profondes mutations. Ce qui lui permet d'être désigné comme un des principaux vainqueurs de la guerre de 1918, et en particulier grâce à sa capacité à réagir à l'offensive allemande de mars 1918, parce que moi, quand j'étais petit à l'école, on m'a appris que c'est l'armée française qui a repris l'offensive en 1918 et qui a permis de gagner la guerre. En fait, c'est faux. C'est les Allemands qui ont passé les premiers feux. Et c'est Foch qui, en réorganisant les réserves françaises au profit des armées anglaises qui avaient été débordées dans la Marne, dans le front anglais, a permis de reprendre l'offensive au profit des armées alliées et de reprendre une contre-attaque qui est montée jusqu'à la frontière. Voilà pourquoi Foch a été est considéré comme un des grands artisans de la victoire. Ça, on le connaît chez Foch. On sait qu'il a été généralissime des armées anglaises. Ce qu'on sait peu, c'est que Foch est un des grands théoriciens de l'art militaire. De tout temps, l'homme a essayé de mettre en équation la guerre. C'est pas facile. C'est au moins aussi difficile que de mettre en équation la santé. Et Foch, dès 1903,
il a publié, alors qu'il était à l'école de guerre, alors qu'il était colonel dirigeant l'école de guerre, une théorie de l'art militaire à partir de 3 principes. 3 principes fondamentaux qui sont assez philosophiques et assez généraux, mais si vous les regardez bien, ils sont applicables à tout cas de business model en France, dans l'industrie pharmaceutique ou dans d'autres industries. Les 3 principes de Foch, ils datent de 1903, et ils sont encore enseignés aujourd'hui dans toutes les écoles de guerre des armées occidentales. West Point, Angleterre, la France. Ces 3 principes, c'est concentration des moyens, économie des forces, liberté d'action. Pour Foch, le plus important des principes, c'est la liberté d'action. Freedom to operate, comme ils disent les Anglais. Pourquoi? Parce que c'est le seul principe qui met en avant l'adversaire, dans le cas de l'industrie pharmaceutique, c'est la maladie, et les contraintes associées à l'adversaire. Dans le cas de l'industrie pharmaceutique, c'est les concurrents et les contraintes réglementaires. Les autres principes sont des principes de base pour atteindre ces moyens. Le dernier principe met en avant ce qui va vous empêcher d'atteindre vos moyens. Alors à partir de ce principe de liberté d'action, on peut faire une comparaison avec l'industrie du nucléaire et l'industrie de la défense. Avec mon œil un peu externe, maintenant la plus grande partie de mon business se passe dans le domaine du nucléaire et dans le domaine de la défense, on peut faire une comparaison autour de ce principe de liberté d'action, donc de l'adversaire et des contraintes imposées, dans le domaine du nucléaire et dans le domaine de la défense. Quelles sont les contraintes dans le domaine du nucléaire? L'autorisation de sûreté du nucléaire, l'ASN. Quelles sont les contraintes dans le domaine de la défense? Le code des marchés publics. Ce sont des contraintes externes qui amènent les deux industries, et en fait, en ça, je pense que la vision qu'on peut avoir de l'industrie du nucléaire et de l'industrie de la défense, elle est assez proche sur cette vision des contraintes externes et de la balance et du combat qu'il y a à avoir avec ces contraintes externes en permanence, avec l'industrie pharmaceutique. Et de manière naturelle, une industrie, quand on lui met trop de contraintes, elle réagit avec le premier principe de la guerre de Foch, concentration des moyens. Du coup, le prix de l'EPR explose. Enfin, le prix de la moindre construction d'une centrale nucléaire dans le monde explose. En France, nous sommes le seul parc nucléaire au monde, d'abord le plus gros, à n'avoir eu jamais, dans toute l'histoire de l'exploitation des parcs nucléaires français, un incident majeur n'est jamais survenu dans les parcs nucléaires français. Malgré ça, les contraintes extérieures liées à Fukushima, liées à Tchernobyl, etc., faisant fi complètement de l'expérience française, elles ont imposé des contraintes pour prendre en compte le retour d'expérience d'autres parcs nucléaires qui ont multiplié par 10 le coût des centrales nucléaires. Concentration du monde. L'industrie pharmaceutique, même débat. Le code des marchés publics et le coût pour l'État à gérer ces marchés a généré une concentration dans les années passées vers des gros programmes éléphantesques de type sous-marin, gros véhicules, et j'ai mis un Rafale de Dassault parce que je crois qu'il y a quelqu'un de chez Dassault qui parle tout à l'heure. La question est de savoir, dans ces deux industries, laquelle va s'en sortir, laquelle va réussir à récupérer sa liberté d'action, casser les codes qui lui sont imposés et aller vers des plus petits programmes, parce que dans le cas de la défense, c'est bien beau d'avoir un avion de chasse, c'est bien beau d'avoir un tank, c'est bien beau d'avoir un sous-marin, mais quand il faut aller faire la guerre contre le terrorisme au Mali, il faut des hommes en tenue avec un fusil, qui marchent à pied 40 km dans le désert. Et si vous appliquez les mêmes processus de gestion de l'innovation, de gestion des marchés publics que vous appliquez pour un Rafale, vous mettez 10 ans pour avoir un nouvel équipement pour un militaire, ce qui fait que dans un char Leclerc actuellement, il y a une place pour un Minitel. Alors les moins de 30 ans, ils ne savent pas ce que c'est un Minitel. Mais le Minitel, c'est l'ancêtre d'Internet. À l'époque où on a conçu le char Leclerc, on avait bien pensé qu'un jour il fallait le mettre en réseau. On a mis une place pour Minitel. Parce que quand on l'a conçu, la seule chose qui existait en réseau, c'était le Minitel. Elle est encore cette place. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer comme expérience pour l'industrie pharmaceutique? L'industrie pharmaceutique est à la veille d'une grande révolution qui va tout à bouleverser. Cette révolution, je pense que c'est la révolution de la médecine personnalisée. En fait, l'industrie pharmaceutique, avec la vision qu'on peut en avoir de l'extérieur, elle est à la veille de la même révolution que l'industrie de la défense, il y a quelques années, quand il a fallu rééquiper les forces en équipement de petites et de moyennes séries.
Pas des chars et pas des avions, ça on sait faire, hein, des gros projets comme ça, mais des petites et moyennes séries d'objets, de fusils, de casques, de jumelles de vision nocturne, de systèmes de communication adaptés, etc. Et quelque part, la révolution de la médecine personnalisée, c'est ça. C'est comment est-ce que je passe d'un business model qui est orienté vers des molécules qui font des milliards d'euros, parce qu'il faut que je puisse payer les 999 millions d'euros de développement sur un chiffre d'affaires qui forcément donc doit s'inscrire dans la durée une vingtaine d'années à plusieurs milliards d'euros, sinon c'est pas rentable. Comment je passe de cette molécule, de l'essai clinique qui va générer cette molécule, au passage, je rate peut-être dans cet essai clinique tout un tas de molécules qui seraient intéressantes pour traiter un petit nombre de patients, puisque je ne vise que les marchés à plusieurs milliards d'euros. Comment je passe de ce business model de blockbuster à une somme de business model à petite échelle. Mais comment on va faire ça? C'est ce que je mets dans ce slide. La France va devenir un cas où on va avoir 66 millions d'essais cliniques chaque fois que vous allez aller chez le médecin. Qui va gérer l'autorité entre le médecin et le pharmacien? Jusqu'à présent, les sciences de la santé, l'industrie de la santé, a vécu sur un équilibre entre la science médicale, le médecin qui pose le diagnostic, qui pose le traitement, qui agit sur le patient, et l'industrie pharmaceutique élargie, on va dire, qui fournissait des outils à ce corps médical. La médecine personnalisée, si la pharma ne gère pas sa révolution de la pharmacie personnalisée, la médecine personnalisée, elle va permettre au médecin de prendre complètement le pouvoir sur la pharmacie. Et qui va contrôler le médecin dans son cabinet? Qui va s'assurer que la prescription du médecin va devenir safe pour le patient, puisque en fait on va se réduire à des populations de plus en plus petites. Je pense qu'effectivement c'est un axe de réflexion pour l'industrie pharmaceutique. Et la réflexion précédente sur l'industrie nucléaire et l'industrie de la défense nous permet de dire qu'est-ce qui va permettre à l'industrie pharmaceutique d'avoir ces victoires-là, de gagner cette bataille-là. Parce que gérer des projets, l'industrie pharmaceutique, elle sait faire. Des gros, des petits, elle sait faire. Le problème n'est pas là. Produire des petites et moyennes séries dans des usines de l'industrie pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique, elle sait faire. Elle est à l'état de l'art mondial de la production, il n'y a pas de doute. Et tout le problème, c'est un problème de liberté d'action face à la contrainte, qui sont les agences réglementaires et la concurrence. Alors, à titre de conclusion, je voudrais simplement faire une proposition pour effectivement récupérer cette liberté d'action et mettre l'industrie pharmaceutique en position de gagner cette bataille du futur. Je pense que tout passe par la bataille de l'opinion. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est même la Cour des comptes qui le dit. En prenant l'exemple de ce qui se passe pour les vaccins. Et là, d'ailleurs, en prenant l'exemple de ce qui se passe sur ces vaccins, vous voyez bien la dualité et l'équilibre qui peut se rompre entre un corps médical qui ne prescrit pas forcément des vaccins et une industrie pharmaceutique qui pointe pour les produire et les développer. Gagner la bataille de l'opinion. Si on prend référence aux deux industries que j'ai citées en exemple tout à l'heure, l'industrie du nucléaire et l'industrie de la défense, l'industrie du nucléaire a perdu la bataille de l'opinion. Et donc elle ne sait faire que concentrer ses moyens actuellement. Elle n'envisage pas d'autres business models. L'avenir nous dira si elle a raison. Je suis assez réservé, personnellement. L'industrie de la défense, bon, grâce à la contrainte externe, et en particulier la lutte contre le terrorisme et le fait que tout à coup, vous avez revu des militaires sur le terrain vous protéger grâce à l'opération Sentinelle, elle a gagné la bataille de l'opinion, et grâce à cette bataille de l'opinion, elle a cassé les codes dans le code des marchés publics et ne plus forcément l'appliquer, et donc récupérer de la liberté d'action et de la souplesse sur la façon de gérer son innovation. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que dans le cas de l'industrie pharmaceutique, gagner la bataille de l'opinion, ça ne va pas être facile. Comme le disait Claude Alain, il y a trois industries qui sont responsables de l'augmentation majeure de l'espérance de vie dans les 60 dernières années. Il y a l'industrie médicale, les médecins, l'industrie pharmaceutique qui ont fourni des outils, et moi je rajoute l'industrie de l'hygiène, qui est quand même largement responsable de ce gain d'espérance de vie. Il y en a deux qui ont gagné la bataille de l'opinion, qui sont vus positivement par l'opinion, et il y en a une qui est vue négativement par l'opinion. C'est l'industrie pharmaceutique. Là, il y a du boulot. Ce boulot, c'est pas moi qui vais le faire. Moi, j'ai 50 ans. C'est vous, les étudiants. C'est vous qui devez reprendre le goût du combat pour ça
vous battre avec éthique. Il ne s'agit pas d'aller faire n'importe quoi et d'avoir un blanc-seing pour prendre des médicaments qui vont faire des morts. Mais avec éthique, récupérer le goût du combat contre les contraintes pour gagner cette bataille de l'opinion. Vous avez du boulot. Ça, c'est le site internet de l'ASM. La première chose que vous voyez, c'est le bandeau vert. Sur le site internet de l'ASM, ce que vous voyez en tête, c'est pas quel est l'effet bénéfique de mon médicament, comme ça je vais savoir comment je vais être soigné. C'est, vous souhaitez déclarer un effet indésirable? Vous avez du boulot pour rétablir l'équilibre. Mais c'est à vous de mener ce combat. Merci. Merci beaucoup Bruno pour cette présentation sous forme de défi. Et je crois que la balle est maintenant dans le camp des jeunes, essentiellement. On espère simplement que notre génération n'a pas pourri la situation. Maintenant, on va voir un autre aspect qui est celui de comment faut-il vivre justement ces défis, grâce à Gaël Champier qui va nous dire effectivement quels sont les paramètres qui sont à prendre en compte pour gagner ce défi de l'innovation, et notamment dans des petites structures, des startups très flexibles et très agiles. Merci Gaël. Merci Claude Honneur, merci pour cette présentation qui, vous allez le voir, permet de retrouver un certain nombre des notions que je vais aborder sur un aspect qui est plus lié au TPE-PME, avec des enjeux qui sont les mêmes, mais des contraintes qui sont probablement différentes eu égard à la taille des structures et aux objectifs que peuvent se fixer ces structures. Parmi ces notions, vous avez en filigrane abordé tous les aspects liés au libre arbitre, la liberté d'action, que certains grands groupes ont réussi à garder, que d'autres doivent nécessairement remettre en place et que d'autres ont d'ores et déjà perdu, notamment sur le nucléaire, et je rejoins à ce niveau-là votre analyse. L'avantage des TPE-PME, c'est que ce libre arbitre, on est encore petit, donc on peut encore le conserver. L'inconvénient, c'est qu'on est petit, on est encore très fragile, et que si on ne garde pas cet arbitrage, notamment dans l'innovation, on va droit dans le mur, et tout l'objet de mon propos va être de mettre en avant en quoi innover dans les processus d'innovation doit justement, à mon sens, et c'est l'expérience des sociétés Bicep-Design et Arcap que je dirige, mais aussi d'autres sociétés que j'ai pu suivre par le biais de mes autres fonctions, montre en quoi il est important d'intégrer dans les processus d'innovation une structuration telle qu'on va pouvoir intégrer un pilotage permanent et un pilotage permanent dans une notion d'arbitrage de ce qu'est l'innovation aujourd'hui, ce que doit être l'innovation demain, de ce qu'est le marché aujourd'hui, de ce que doit être le marché de demain. Pour lancer un petit peu ce propos, je vais m'appuyer sur deux citations de deux personnes relativement différentes. Francis Blanche, que vous connaissez forcément, qui d'un trait d'humour disait mieux vaut penser le changement que changer le pansement. Voilà, on connaît tous cette citation, elle dit bien ce qu'il en est. Et Joe Girard, que vous connaissez, que vous connaissez peut-être pas, qui a été référencé comme probablement le meilleur concessionnaire de tous les temps, s'appuyant sur une technique de merchandising relativement innovante, et qui disait, là aussi, une bonne façon de montrer comment on peut manager un processus dans une société. L'ascenseur du succès est hors d'usage. Vous allez devoir utiliser l'escalier, une marche à la fois. Penser le changement, une marche à la fois. Je pense que c'est en ça qu'on peut appuyer l'ensemble de notre propos sur comment on peut innover dans le processus R&D, dans une notion qui est relativement claire, qui est celle de la maîtrise du risque d'aujourd'hui et du risque de demain. Voilà comment ça pourrait d'ailleurs bien complexifier, illustrer un petit peu ce qu'est la maîtrise du risque dans une structure, dans une société. C'est valable pour les grands groupes, pour les ETI, c'est valable aussi avec des contraintes qui sont amplifiées pour les TPE-PME. On peut rajouter un certain nombre de sphères à différents niveaux, un certain nombre de déséquilibres ou d'équilibres à certains niveaux, mais quoi qu'il en soit, lorsqu'une société a pour objectif la croissance, encore plus vrai dans nos sociétés, soit on se développe, soit on meurt, il n'y a pas d'alternative. Cet objectif de croissance va actionner un certain nombre de leviers, un certain nombre d'équilibres, très fragiles. Aller vers la croissance, souvent, c'est évidemment s'appuyer sur l'innovation technologique. Cette innovation technologique, elle fait sens dans nos structures. Encore une fois, je l'ai dit, s'il n'y a pas d'innovation, on n'a pas de métier, on n'a pas de raison d'être. Donc c'est assez naturel. Par contre, si cette innovation technologique doit rester au service de la croissance, on doit prendre en compte tout de suite
Bruno en a parlé, des aspects réglementaires d'aujourd'hui, ici, mais aussi des aspects réglementaires d'aujourd'hui. Et j'ai envie de dire aussi d'aujourd'hui ailleurs et de demain ailleurs. C'est des choses à prendre en compte à ce niveau-là. Cette qualité-là, ces aspects réglementaires-là, vont actionner eux aussi d'autres enjeux. Innovation organisationnelle. Il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de structuration qualité sans revue complète de la structuration organisationnelle d'une société. Cette structuration organisationnelle, à notre échelle, est à mettre en regard de façon très concrète sur les valeurs de l'entreprise. Nous sommes des TPE, nous sommes des PME qui s'appuient principalement sur l'humain, sur des personnes qui sont issues du monde universitaire, très souvent depuis peu de temps, depuis 5 ans, 10 ans grand maximum, qui n'ont pas ce formatage qu'ont déjà les pharma, qu'ont déjà les ETI, de fonctionner en équipe, de fonctionner en unité de travail, avec chacun sa responsabilité dans un projet, chacun une part de travail dans un projet, mais très vite la capacité de devoir abandonner une part de travail au bénéfice d'une autre partie de l'équipe ou d'autres personnes. On avait plutôt l'habitude de gérer les projets dans leur ensemble. Si on veut se structurer en version qualité, en version objectif d'efficience, qualité, pour atteindre l'efficacité, il va falloir commencer à fonctionner que sur des portions de projet pour être le plus efficace possible pour ces portions de projet. Et ça, dans des valeurs d'entreprise, humainement, c'est quelque chose qui est relativement difficile à mettre en place. Cette notion de valeur, elle va aussi, du coup, dans un même contexte, être conditionnée par deux contraintes majeures qui vont être liées à la nécessité d'industrialisation et la nécessité d'internationalisation, qui elles aussi ont un rôle à jouer sur la croissance. Et ce sont aussi des choses qui sont dures à faire passer au niveau des équipes. Et on voit ici, je pourrais étendre encore une fois largement ce schéma-là avec un nombre de sphères considérable sur tous les équilibres qui peuvent se mettre en place au service de la volonté de croissance. Ce qui est mis en filigrane, c'est ça, l'arbitrage. Comment le chef d'entreprise, comment l'équipe dirigeante de la R&D va être capable d'arbitrer tout ce processus d'innovation, tout ce processus de croissance de la société, centré sur quelque chose qui a bien été mis en avant par Bruno, l'humain, puisque finalement c'est ce qui est le plus facile à adapter, et c'est sur ce sur quoi s'appuie clairement notre raison d'être, et dans un souci de gestion de l'incertitude, gestion du risque, d'où tout l'objet de mon propos qui est biotech entre nécessité d'innover et gestion du risque. Si on regarde, je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si on regarde un exemple de processus d'innovation relativement classique dans une société, voilà comment il peut se présenter. Vous voyez qu'on a un certain nombre de blocs qui correspondent à un certain nombre d'étapes dans le processus même de l'innovation. Et sur chacune de ces étapes, on peut considérer qu'on a un levier d'amélioration, donc un levier d'innovation dans le processus R&D. Et chacun de ces leviers sont à mettre en regard des enjeux et des équilibres qu'on peut mettre en place dans la société. Le premier élément, c'est évidemment la conception, la phase initiale de préparation, d'initiation du projet, de définition du projet. C'est un élément qui est crucial, et encore plus, Bruno le disait, dans une pharma sait manager un projet. Une TPE-PME ne le sait pas forcément, en tout cas pas dans une vision d'ensemble, dans une vision de gérer un projet lancé aujourd'hui qui va durer 3, 4, 5, si on est sur du pharmaceutique, 15 ans, 20 ans, pour donner un produit qui sera une solution à cette échelle-là. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on commence à intégrer à ce niveau-là. Comment on le fait? On fait de la veille technologique, on fait des choses comme ça, donc c'est des éléments qui sont à intégrer très précocement dans la gestion du projet. Très rapidement, il faut intégrer, et les PME, TPE commencent à le faire de mieux en mieux à ce niveau-là, intégrer la preuve de concept. Et intégrer cette preuve de concept le plus rapidement possible dans le processus de conception de la nouvelle molécule ou de la nouvelle offre. Pourquoi le plus rapidement possible? On part sur des très longues durées. On sait très bien que la preuve de concept va participer, en tout cas si elle est bien conçue, elle va participer aussi à redéfinir les objectifs, à redéfinir le plan d'action. Si on n'a pas un plan d'action et des objectifs qui sont clairs et qui sont en adéquation avec le marché de demain, on va encore une fois droit dans le mur. Et quand on est dans une société qui a 10 personnes, 15 personnes à notre niveau, et que notre processus de développement va nécessiter d'aller chercher des compétences particulières, c'est-à-dire recruter des gens qui sont probablement des cadres, voire des cadres supérieurs, ça veut dire en termes d'enjeux, en termes de contraintes directes, augmenter drastiquement les charges fixes d'une société de 10, 15, 20%.
Quelle société peut supporter du jour au lendemain un risque majeur d'augmenter à ce point-là ses charges fixes? Un autre élément à prendre en compte, c'est les influences extérieures, ça a été dit, tous les aspects réglementaires, etc. C'est aussi les ressources extérieures qu'on peut aller chercher. On est sur du développement, on va avoir besoin de produire des lots précliniques. Des lots cliniques, c'est des contraintes qui sont majeures. On sait très bien que sur un projet en amont de développement, sur une société, ça va représenter une part considérable du budget même du programme lors de l'étape de preuve de concept en études précliniques. Quel est le prestataire que l'on va choisir? Quelle est la façon dont on a choisi de travailler? Ça, c'est des choses qui doivent être pensées. Malheureusement, on ne le fait pas toujours dans ce cadre-là, mais c'est quelque chose qui, avec l'expérience, montre qu'on doit le penser dès le départ du projet. Ce n'est pas lorsqu'on est confronté au besoin de produire notre lot préclinique qu'on doit commencer à réfléchir comment on va le produire, avec qui on va le produire et combien ça va coûter. Parce que c'est quelque chose qui doit être défini dès le départ, parce qu'on doit penser marché de demain et pas marché d'aujourd'hui. Au niveau du processus même de réalisation, on a là aussi les mêmes contraintes. Évidemment, c'est aussi un levier qui est relativement important dans la gestion des projets. Donc en fait, pour finir sur cette diapositive-là, vous voyez qu'on a un certain nombre de blocs dans ces processus, et l'un des facteurs majeurs, à mon sens, d'innovation dans le procédé d'innovation, justement dans le processus d'innovation, eh bien si on regarde bien, c'est d'intégrer peut-être une vision un peu plus qualité, beaucoup plus en amont dans la gestion des projets, et d'intégrer, ou en tout cas de lier très fortement le processus d'innovation à des processus opérationnels traditionnels. Gestion des achats, gestion des ressources humaines, ce genre de choses que les pharma, les TPE savent très bien faire et que nous, PME, TPE, ne savons pas faire. Or, il faut absolument qu'on l'intègre dès le départ pour limiter le risque et pour être vraiment en position d'arbitrer notre processus de développement. Si on résume un petit peu ce que je vais vous dire, donc l'innovation en tant que telle, elle est nécessaire, elle est obligatoire, c'est l'objectif premier de toutes les PME. Pour croître, il faut innover, sinon on n'a pas de marché. Elle doit s'appuyer sur une stratégie claire, avec des objectifs clairs, définis, mais elle doit aussi nécessiter une certaine flexibilité pour pouvoir s'adapter aux contraintes extérieures qui vont évoluer au fur du temps. Elle doit s'appuyer sur l'humain, j'en ai pas parlé là en détail, mais dans la gestion du processus, j'ai parlé des valeurs tout à l'heure. Il est évident que lorsqu'on va devoir structurer la société, lorsqu'on va devoir changer d'échelle, lorsqu'on va devoir commencer à sous-traiter un certain nombre des missions qui étaient portées par les équipes en interne, on risque de perdre une partie de la motivation des équipes qui va se sentir un petit peu déshabillée de son projet. Donc c'est des choses qui doivent être anticipées et préparées dès le départ dans la gestion du projet. La simulation, la modélisation, je l'ai dit, la preuve de concept, l'importance de bien calibrer la preuve de concept, de bien définir son timing, son coût, les livrables de cette preuve de concept. Est-ce que le livrable c'est uniquement oui ça marche, non ça marche pas? Ou est-ce que ça pourrait mieux marcher si on faisait comme ça? Est-ce que ça pourrait être moins risqué si on faisait comme ça parce que ça marcherait tout aussi bien mais on économiserait temps, donc on financerait plus facilement, ou en tout cas on réduirait les délais de réalisation, etc. Donc la preuve de concept doit être définie aussi dans ce sens-là avec la flexibilité que Bruno avait aussi mis en avant. Et évidemment, il faut s'appuyer sur un certain nombre d'autres sphères. Là aussi, je ne les ai pas toutes complétées, elles dépendent un peu des projets, mais toutes les contraintes de propriété industrielle, de financement, je vais vous dire, de management de projet, plus le projet est long, plus le projet est lourd, plus il faut blinder, entre guillemets, le processus de gestion de ce projet-là. Pour illustrer, juste, ce n'est qu'un des aspects des leviers sur lesquels il va falloir jouer, qui sont liés à l'humain. Lorsqu'on parle de succès, évidemment, vous connaissez tous cette illustration de l'iceberg du succès. Voilà ce que l'on voit, voilà ce que l'on ne voit pas. Sur tous les éléments du processus de gestion de l'innovation, on peut reproduire ça à tous les niveaux. On ne verra qu'une partie de ce que devra donner en livrable le processus. Là, en termes de réalisation de projet, le livrable, c'est le succès. Mais un processus de réalisation, le livrable, ça va être un produit, une façon d'utiliser le produit, une dose utilisable, etc. On ne verra qu'une toute petite partie. Et ce qu'il va falloir imaginer dès l'étape de réflexion, de conception du projet, c'est quels sont tous ces éléments qu'on ne verra pas au final, mais qui vont conditionner le fait qu'on arrive au succès. Et l'innovation, à mon sens, dans le processus R&D, c'est bien ça. Ça rejoint un petit peu ce que disait Bruno, cette notion de livrable, cette notion de réflexion dans le futur de ce que l'on voudra avoir sur le marché, du coup, de la façon dont on l'amènera. Voilà un petit peu ce que ça peut donner si on reprend l'exemple de
Richard Downey Jr. de Iron Man devant son usine du futur, justement, pour reprendre la thématique abordée tout à l'heure. Le rôle du manager, le rôle de la personne qui va manager justement cette innovation, ça va être ça. Ça va être d'avoir suffisamment de recul pour voir l'ensemble de son programme, l'ensemble de son usine, être capable de moduler tous les paramètres dans son usine, de voir l'impact de chacune des modulations qu'il va mettre en place, tout en jouant sur tous les éléments que j'ai pu mettre en avant, observer, hiérarchiser, modéliser, etc. Mais avec une nécessaire flexibilité pour pouvoir s'adapter à ce que deviendra réellement l'environnement. Pour finir, je vous ai mis 4 citations Albert Einstein, qui rejoignent un petit peu d'ailleurs la conclusion ou les conclusions de Bruno sur différents points. La première, donc une personne qui n'a jamais fait d'erreur est une personne qui n'a jamais essayé quelque chose de nouveau. Il faut prendre en compte l'échec, il faut prendre en compte le risque dans le projet, non pas pour aller vers l'échec, mais pour savoir l'anticiper le plus tôt possible, en tout cas pour savoir revoir, adapter le plus précocement possible le projet, revoir les objectifs, revoir le plan d'action en fonction de la survenue ou non de ce risque d'échec. Un homme doit chercher ce qui existe et ce qui devrait exister. Si on oublie de penser demain, il n'y a pas d'innovation. Et on perd l'innovation. On va innover pour un marché immédiat. Il va falloir 10 ans pour aller sur le marché. Quand on aura fini notre réalisation, on sera déjà en retard, on aura développé pour rien. Des moyens parfaits et des buts confus semblent être notre plus grand problème. Je vous dis, innover, c'est avant tout avoir des objectifs clairs, avoir un plan d'action clair. Si on n'est pas capable de définir nous-mêmes ces objectifs, on ne peut pas attendre de notre équipe qu'elle les réalise, puisqu'on n'a pas réussi à les définir clairement. Et encore plus grave, si on n'a pas défini clairement des objectifs, on est incapable de les moduler, on est incapable de les adapter, on est incapable de suivre les facteurs d'échec et les facteurs de succès qu'il y a autour de ces objectifs. Et pour finir, j'en rajouterai pas plus après cette citation, parce que à notre échelle PME, c'est bien ce qui fait qu'on avance et qu'on est capable d'avancer. C'est la logique qui nous conduira d'un point A à un point B. L'imagination et l'audace nous conduiront au bout de nous. Merci. Merci Gary. Je vois les minutes qui passent et on va être raisonnable. Néanmoins, et ben voilà. Strike. Donc simplement, d'une synthèse très rapide, moi je dirais que l'innovation a besoin en fait de 4 piliers majeurs et qui sont des capitaux pour chacun. Il y a le capital technologique. Et ça, je pense que personne n'en doute. Nous sommes bien placés en France pour ça. Ça a été illustré aujourd'hui. Il y a le capital managérial, et là, c'est tout le défi de s'adapter à une nouvelle distribution des fonctions, à aller recourir là où il y a du potentiel à transformer en innovation. Ça, c'était des choses qui sont bien identifiées et qu'il faut mettre en œuvre. Et puis, il y a le capital financier. Capital financier qui, il y a quelques années, était vraiment problématique dans le domaine de la santé, qui s'améliore un peu, surtout dans une dimension européenne, moins une dimension française pour des tas de problèmes de fiscalité, etc. Mais on peut espérer que les choses existent parce que de l'argent, il y en a. Donc ça, c'est des efforts toujours à faire, mais qui sont dans le domaine du possible. Et il y a surtout le 4e pilier qui est là, est essentiel, c'est le capital confiance. Confiance dans l'avenir, confiance dans la capacité de transformer ce capital technologique en innovation, confiance par tous les acteurs de la société et à commencer par les pouvoirs publics. Et ça, on a tous, de façon solidaire, une responsabilité pour faire évoluer ces mentalités, pour dire que le risque n'est pas uniquement un défaut, le risque, c'est aussi une chance. Donc, je ne sais pas si on a la possibilité d'une ou deux questions. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Ou bien alors, est-ce que vous avez d'autres réflexions à faire? De toute façon, les moments de pause café et les stands permettront aussi d'échanger et de compléter les avis et les opinions sur ces différents points que nous avons soulevés et qui restent bien sûr en large partie à être documentés. Merci beaucoup.